Bon, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ravi que vous soyez si nombreuses et si nombreux pour cette projection. La rétrospective Lubitsch à la Cinémathèque française, donc tous les films d'Ernst Lubitsch, ça dure depuis un mois et ça va encore durer une semaine. Donc évidemment, continuez à en profiter. Le film de cet après-midi, To Be or Not To Be, c'est le film qu'on avait montré à l'ouverture. Voilà, donc tout Lubitsch à la Cinémathèque française. Et puis je me disais en venant que, mon Dieu, à l'époque où un milliardaire américain, non élu de surcroît, mais ayant visiblement ses entrées à la Maison-Blanche, peut, devant des sympathisants fanatiques, lever le bras droit vers le ciel en guise de salut, que montrer To Be or Not To Be aujourd'hui restait toujours d'actualité. Voilà. Voilà, plus prosaïquement, et avant de donner la parole évidemment pour quelques mots à Charlotte Garçon, que je suis évidemment ravi d'accueillir, que je vous présente en quelques mots. Elle est rédactrice en chef adjointe des Cahiers du cinéma. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur le cinéma hollywoodien, sur Jean Renoir, mais aussi proche de ce qui nous occupe cet après-midi, sur Le Dictateur de Charlie Chaplin. Bref, voilà, avec Charlotte, on aura le plaisir, avec celles et ceux qui le voudront, après cette séance, de discuter du film, de vous donner des informations sur le film, de recueillir vos interprétations, bref, d'échanger entre nous et avec vous. Avant de lui donner la parole, donc quelques mots très factuels pour vous dire que le film que vous allez voir, donc il date de 1942, il se situe dans l'œuvre de Lubitsch, dans la dernière partie de l'œuvre. Il vient, alors après un film, pour une fois un peu mineur de Lubitsch, qui s'appelle Uncertain Feeling, Illusion perdue, mais surtout il vient après deux chefs-d'œuvre que sont Ninotchka et The Shop Around the Corner. Voilà pour la situation. Quant à ce film lui-même, c'est peut-être utile de savoir, pas pour voir le film encore que, mais disons que ça sera important pour la discussion. C'est un film qui a commencé à être tourné le début novembre 1941 et dont le tournage s'est terminé juste avant Noël 1941, donc 23 ou 24 décembre 1941. Et évidemment, au milieu, en quelque sorte, de ce tournage, il y a eu le 7 décembre 1941, c'est-à-dire l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor et l'entrée en guerre des États-Unis. C'est-à-dire que quand le film commence à être tourné, l'Amérique est encore en dehors du conflit, isolationniste. Au moment où le film se termine, le tournage se termine, l'Amérique est entrée en guerre. Voilà, on aura l'occasion avec Charlotte évidemment de revenir sur certains points d'histoire, parce que vous allez voir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le film, que évidemment c'est un des grands enjeux de To Be or Not To Be. Qui voit le film pour la première fois? Ouais, petit quart, d'accord. Ben, vous êtes les bienvenus. Dernière information, le film est sorti donc à la suite de son tournage. On reviendra aussi sur évidemment la réception critique et publique du film et puis ce qui est arrivé au film ou à certains de ses acteurs. Le film, donc la première, a lieu le 15 février 1942. Voilà. Charlotte, tu veux dire quelques mots d'introduction avant qu'on regarde pour la xème fois To Be or Not To Be? Après que tu as fait lever le bras à toute une salle, c'est un petit peu gênant. Effectivement, c'est toujours une grande joie de vous présenter le film, donc il faut que le film advienne tout de suite. C'est pas besoin de... mais peut-être, juste puisque tu parles de cette période du tournage, du moment du tournage, rappelez que Le Dictateur, qui sort en octobre 40, il a commencé à être mis en œuvre en 38. Pour vous dire que Le Dictateur de Chaplin précède Lubitsch, mais que pour Lubitsch, c'est aussi une période très intéressante, une sorte de moment de liberté. Bon, s'il y a vraiment un mot qui va à Lubitsch, c'est de toute façon la liberté dans tous les domaines, mais c'est un moment où il va s'associer avec une United Artists pour produire son film. Il essaye d'abord de le produire lui-même avec sa propre société de production, mais c'est trop difficile. Mais donc ça lui permet d'avoir évidemment le Final Cut total qu'il avait déjà un peu avant, puisqu'il était
respecté. Mais aussi, c'est un moment d'entre-deux pour une autre raison et qui est liée à la guerre et à l'entrée en guerre des États-Unis. C'est qu'en fait, juste pendant le tournage, il y a une commission d'enquête parlementaire pour vérifier si les films anti-nazis, qui commencent avec les aveux d'un espion nazi, de Litvak et tout ça, donc avant ce film-ci, serait pas quand même de la propagande pour pousser l'Amérique à rentrer dans la guerre, de la propagande, disons, crypto-communiste pour pousser Hollywood, Hollywood étant notoirement de gauche, voilà. Donc il y a ça, mais lui il y échappe parce qu'il est déjà en train de faire le film, et d'autre part il échappe à exactement l'inverse qui va se produire, c'est fou, c'est le moment de switch, où il va y avoir le Office of War Information qui va être créé à partir du moment où les États-Unis rentrent en guerre, donc début décembre 1941, et où là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de pousser à l'isolationnisme, on veut au contraire faire que les films hollywoodiens soient bien anti-nazis et que le message de propagande passe bien. Et en fait, non, celui-ci, il est fait en toute liberté entre ces deux moments. Et il devait d'ailleurs, je crois, s'appeler The Censor Forbids, parce que le bureau... Traduction, comment on pourrait traduire ça Alors, en fait c'est interdit par la censure voilà. ou En fait, il a toujours voulu l'appeler To Be or Not To Be, mais c'est le bureau de censure, donc d'auto-censure d'Hollywood, qui a dit « Ah non, ça c'est trop... Alors c'est trop théâtre, alors qu'en fait c'est pas sur Shakespeare, etc. » ou c'est trop intellectuel, ou c'est... et finalement, il a dit, bon, bah d'accord, alors comme titre alternatif, je vous propose le censeur défend, interdit. Et évidemment, du coup, bah, il gagne. Lubitsch est très très fort pour outrepasser la censure, puisque en proposant ça, on met jamais un titre avec le mot censeur à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est un film qui est immense pour plein d'autres raisons, mais ce que je veux dire, c'est aussi qu'il s'inscrit dans ce moment de liberté extrême entre ce grand changement pour les États-Unis, à savoir quand ils rejoignent vraiment la guerre. C'est ça, donc voilà, on essaye de dire à quel point ce film se situe à un moment historique très précis et à quel point lui-même embrasse l'histoire et fait presque de l'histoire son actualité. Donc de tout ça, on reparlera, on reviendra, on essaiera de le déployer avec Charlotte et avec vous pour bien comprendre un peu ce qui fait, comment on pourrait dire, l'unicité de ce film. Mais il n'y a pas que ça, le reste est sur l'écran et vous allez voir. Voilà, bonne projection et à tout à l'heure. Bien, voilà, quelques mots avec Charlotte Garçon pour accompagner, disons, le film qui n'a besoin de personne que lui-même, mais quand même, quel film inouï, le mot de génie ou de film génial est souvent galvaudé, mais enfin là, c'est quand même la première chose qui vient à l'esprit, c'est que tant d'esprit, tant d'effets absolument accomplis, réussis, chaque cible étant atteinte, on est en fait au spectacle d'une perfection. On a l'impression d'être devant un œuf de Fabergé. Il y a quelque chose d'absolument parfait dans ce film. On va essayer d'y revenir, on va essayer d'en parler ensemble. Mais on ne peut d'abord que constater sans doute la relative impuissance qui a essayé de rendre compte de cette perfection et en même temps quand même de signaler vos rires en témoignent, le film est génial et les rires évidemment font partie du calcul de mise en scène de Lubitsch. On n'est pas dans Frames, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des espaces de temps, enfin, il n'y a pas d'espace prévu pour le rire des spectateurs, mais on voit bien que le film fonctionne aussi au rire de ses spectateurs. Charlotte, je ne sais pas par quoi tu souhaiterais commencer, mais peut-être toi tu as, comme nous, revu le film, ou vu le film pour certains et certaines. Il y a quelque chose qui t'a frappé ou par quoi tu aurais envie de commencer, ou quelque chose que tu retrouves toujours dans ce film avec un plaisir intact, parce qu'effectivement, quand on l'a déjà vu, j'allais dire, on attend certains moments, et on attend en quelque sorte le public qui découvre le film pour, en quelque sorte, profiter de la vague de rire et jouir à nouveau du film.
Oui, ben, je me demandais, puisqu'on va arriver au rire et à ce que dit Greenberg, un bon rire, ça ne se refuse pas, hein, dans quelques circonstances que ce soit. Et on voit bien que c'est une profession de foi de Lubitsch qui se projette, à mon avis, pas dans Ravitch, le metteur en scène de la troupe, mais plutôt dans ce figurant qui a toujours rêvé de jouer Shylock. On y reviendra peut-être. Et je me disais en le revoyant que finalement tout le film est tendu entre ce que fait Lubitsch d'une phrase qui est Heil Hitler et ce qu'il fait d'une autre phrase qui est To be or not to be. Donc de la phrase de Shakespeare qui est To be or not to be, et comment en fait cette tension entre ces deux pôles relie ce qui est le génie du film, c'est-à-dire comment le cinéma a mangé le théâtre, comment le cinéma de Lubitsch a entièrement intégré son amour du théâtre. Alors on ne l'a pas dit et vous devez le savoir ici, mais bien sûr, il a commencé comme acteur de théâtre, il a joué à Berlin, il a joué dans la troupe de Max Reinhardt, l'Autrichien né à Berlin, il a joué Shakespeare, si vous avez vu d'autres films de Lubitsch, il y a des occurrences de Shakespeare, on y reviendra peut-être, mais donc ça on le voit dans ses autres films, mais il n'y a que celui-ci où enfin il s'agit de mettre cette petite troupe d'acteurs au centre du film. Et donc quel rapport entre ce qu'il fait de Heil Hitler et de To be or not to be? Je me disais que en fait cette phrase Heil Hitler, elle se décline en plein de gags différents, mais la première chose c'est qu'elle est répétée tout le temps, et que ce qu'ils ont bien vu, les théâtreux, c'est que c'est un rituel, que les nazis ont ce rituel de répétition, et que le nazisme est basé sur la répétition de ce salut, au point de le vider complètement de son sens et d'en faire une espèce de point, de passage obligatoire, et qui devient complètement mécanique. Chaplin l'avait bien résumé dans un gag visuel du dictateur, où il avait pris des pantins comme ça qui levaient la main. On voyait bien que c'était des pantins dans la foule qui écoutait le discours du dictateur. Donc en fait j'ai l'impression que Lubitsch, ce qu'il montre, c'est qu'en fait une phrase comme ça, elle veut rien dire, et que c'est juste un bouton sur lequel il faut appuyer. Et donc il souligne le fait que le nazisme, c'est un théâtre, c'est du théâtre, mais du mauvais théâtre. Je trouve, enfin, d'une certaine façon, comme Chaplin l'avait aussi bien remarqué, mais plutôt dans le côté mauvais théâtre à grande échelle, c'est-à-dire Leni Riefenstahl, quoi. Mais toujours, ils ont remarqué tous les deux le côté rituel de la chose, et puis le côté aussi vénération, de culte de la personnalité. Donc Heil Hitler, c'est exactement ça, c'est du rituel plus une icône complètement vide, voilà, une sorte de pictogramme en fait. He's just a man with a little moustache, c'est juste un... Tu joues pas bien Hitler parce que tu n'es qu'un homme avec une petite moustache, et puis la réponse c'est, la réplique c'est, mais Hitler aussi c'est ça. Donc ça, je trouve que c'est déjà génial de la part de Lubitsch de montrer que ce langage, cette phrase, elle est vide de sens, c'est quelque chose de... comme on dévalue une monnaie, quoi. Il essaye de le vider en quelque sorte. Oui. Et il montre que ça, c'est complètement mécanique, et que donc l'idéologie nazie est basée sur la répétition complètement désincarnée de ça, et qui a l'air d'être incarnée parce qu'elle s'incarne que dans la figure du Führer. Et pourquoi je disais que peut-être c'est tendu entre ces deux phrases, parce qu'il me semble que là, Lubitsch joue le théâtre contre Hitler, contre le nazisme, contre ce rituel vide. Il y a quoi ? Il y a toutes les pratiques de la scène qui sont aussi un rituel, enfin, c'est-à-dire le métier, quoi. Le métier d'acteur, même quand on est dans une petite troupe sans le sou et de gens qui sont pas très bons, enfin, c'est des cabotins. Alors il y a ce fameux jeu de mots sur ham qui veut dire jambon, mais qui veut aussi dire cabotin, et qui nous fait comprendre d'ailleurs que au moins peut-être toute la troupe, mais en tout cas Greenberg, ce sont des acteurs juifs, ce qui est très important évidemment. À cette époque-là. Mais ce qui me semble intéressant dans le fait que, voilà, To be or not to be, comment ça marche, To be or not to be, la phrase de Shakespeare, finalement, elle sert aussi à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, Lubitsch, j'ai l'impression que ce qu'il fait, et dans tous ses films d'ailleurs, c'est de montrer que l'idéologie, c'est de la parole figée. C'est très mauvais quand on veut absolument fixer le sens de quelque chose et aussi rendre la parole performative. Performative, c'est-à-dire je vous déclare mari et femme, ça y est, ça fait le mariage. Bon. Et ce qui montre, lui, Lubitsch, c'est qu'il faut libérer ça et faire circuler et casser ce côté figé
de l'idéologie et faire que les mots, ça circule, ça n'a pas toujours le même sens, et des fois, to be or not to be, donc être ou ne pas être, ça veut dire rendez-vous dans ma loge, viens me faire l'amour dans ma loge, en gros. Et donc ça, c'est très important parce que ça relie aussi, enfin, ça ancre dans le corps, en fait, à la fois la résistance politique et le credo de Lubitsch sur le théâtre, c'est-à-dire que le théâtre, c'est d'abord les acteurs, et que le jeu d'acteur, c'est d'abord être là physiquement, c'est d'abord un corps. Si on pense à ça, voilà, et si on pense à ça, que to be or not to be, ça peut vouloir dire dans certaines circonstances quelque chose de sexuel en fait, là, puisque c'est un code. Ça articule à la fois le code au sens de code secret. D'ailleurs, il est très intéressé, Siletsky, quand elle lui dit que le message, c'est un petit code, c'est un code, c'est voilà, des espions, etc. Ça articule le politique au côté complètement sexuel, caché de... Donc en fait, voilà, tout est là, je crois, c'est-à-dire le fait que Lubitsch joue le théâtre contre l'idéologie, la lettre morte, d'une certaine façon, du nazisme. Mais pour ça, il faut en passer par le corps. Et justement, c'est pour ça que le film, même s'il est politique, contrairement à la plupart des autres films de Lubitsch, même si pour une fois, il est complètement en prise sur l'histoire en train de se faire, ça c'est complètement inouï dans son travail. Alors vous allez me dire Ninotchka. Oui, mais il me semble que Ninotchka, où Greta Garbo joue une commissaire du peuple soviétique qui rencontre un Français hédoniste qui la drague, etc. En fait, quand même, il me semble que dans Ninotchka, l'opposition entre la soviétique et le parisien hédoniste, c'est plutôt une sorte quand même d'arrière-fond pour dire que c'est la guerre des sexes, au fond. Enfin, c'est la différence entre les sexes et leur attraction. La politique est plutôt une métaphore de ça. Ici, c'est complètement branché sur l'actualité. Mais même quand il fait ça, il n'oublie pas que pour lui, c'est indissociable du désir, de la circulation du désir. Et c'est pour ça que je pense que l'histoire, le triangle amoureux, disons, qui est ce à quoi on peut s'attendre dans un film de Lubitsch, surtout si on a vu Haute Pègre, par exemple, ou Serenada 3, donc ces films d'avant, dans les années 30, en fait, il est là pas du tout comme une petite bluette ajoutée à la politique. Tout ça se tient et est tressé d'une façon que je trouve vraiment incroyable. Bien sûr, la circulation du désir dont tu parles, c'est aussi le signe de leur vitalité. Et c'est vrai que le personnage féminin de Carole Lombard est absolument désiré par tous les hommes qu'elle croise ou qui rencontre son regard. Elle-même, elle dit « s'il faut séduire la Gestapo, je sais faire ». Donc là, effectivement, on voit bien qu'elle est un moteur vital pour chacun et qu'elle fabrique elle-même la suite du récit. Il y avait quand tu dis évidemment Serenada 3, c'est-à-dire ce modèle comme ça disons d'une femme entre deux hommes, il y avait un biographe de Lubitsch qui avait cité une phrase, disait-il, d'Alexandre Dumas, et qui disait à peu près les chaînes du mariage sont si lourdes qu'il faut les porter à 2 et quelquefois à 3. Donc on se dit que d'une certaine manière c'est Lubitsch tout craché, c'est-à-dire que là aussi la représentation du couple est une représentation élargie. On peut dire que Lubitsch propose en quelque sorte une alternative à quelque chose de rigide, ou de codé, ou de conventionnel, ou d'accepté, et que, en plus avec le reste, on assiste quand même à une possibilité de vie à 3. On voit bien qu'à la fin, à la toute fin, d'une certaine manière, l'aviateur anglais joué par Robert Stack est presque accepté par le mari jaloux, mais bon, après il y a la chute finale qui ajoute encore un tour de piste. Oui, parce que il y a même un pas de plus par rapport à Serenada 3, où finalement c'est le ménage à 3 qui finit comme étant le modèle de couple. Là, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui un couple ouvert, puisque l'ultime gag du film, c'est qu'en fait, on en rajoute un, et j'allais dire, on en rajoutera un autre, sans doute, le lendemain, à une autre représentation. Et en plus, finir sur la salle de théâtre avec cet autre type, plus jeune encore sans doute, qui se lève, ça nous renvoie quand même aussi, je trouve que quand on voit du public dans un film,
c'est une image du miroir par rapport à nous. Nous, en train de regarder le film. Oui. Et donc ça fait toujours penser, cette ouverture-là, on pourrait dire c'est aussi l'ouverture à l'interprétation infinie. Enfin, il y a quelque chose de... Pour moi, il y a un pas de plus par rapport au Ménage à trois de Sérénade à trois. C'est pas 3, c'est plus 1, plus 1, plus 1. Et l'idée de filmer le public chez Lubitsch, c'est comme de rappeler en permanence que le film ne peut pas se terminer ou se jouer sans nous. C'est-à-dire que ça doit être du cinéma, c'est comme au théâtre, il faut un public, et ce public, en quelque sorte, complète le film, le termine, l'achève, l'accomplit littéralement, parce qu'évidemment, tous les gags portent, et nous renvoyons en quelque sorte au film notre compréhension en mouvement du film. Il y a dans Sérénade à trois une scène très célèbre où Frédéric March, qui est le dramaturge, vient au théâtre, non pas pour regarder sa pièce, mais pour écouter le public. C'est-à-dire voir si, à tel moment, à telle seconde, à telle réplique, le public réagit bien, et il vient chaque soir. Et si le public a une fraction de seconde de retard, il se crispe, il s'inquiète, et il est rassuré par la réaction du public. Donc, vraiment, Lubitsch, comme Hitchcock, d'une certaine manière, voilà, fait de la direction de spectateur, et en fait une des dimensions de sa mise en scène, si bien que, j'allais dire ce que tu dis sur la notion élargie de couple ou de couple ouvert, vont en quelque sorte aux limites aux limites du monde, ou en tout cas aux limites du spectacle. Oui. Ce qui frappe aussi de ce point de vue-là, c'est à quel point, presque en sens inverse, les acteurs de cette pièce, les acteurs du film, qui sont tous des acteurs de théâtre, font littéralement entrer le monde entier dans leur conception du monde, qui est une conception du monde de théâtre. On peut quand même dire l'emboîtement, essayer de dire quelque chose de l'emboîtement des espaces auxquels on assiste là pendant 1h40. Oui, c'est étourdissant. Et si vous êtes venu voir La Poupée, dit Poupe, le film allemand muet de Lubitsch, un chef-d'œuvre de 1919, ça commence avec Ernst Lubitsch lui-même, qu'on voit en train de sortir d'une boîte des petites figurines et des petits décors. Et ensuite, on passe à l'intérieur de ça. Et c'est ces personnages qu'il est en train de mettre en scène dans ce prologue de La Poupée. Et effectivement, c'est extrêmement complexe, en fait, le jeu avec le théâtre là. Je dis d'emblée complexe parce que ce qu'on peut appeler le prologue, c'est-à-dire là de ce film-là, c'est-à-dire les actualités, la bande d'actualité, nous tire déjà le tapis de sous les pieds parce que on croit à une bande d'actualité vraie, et puis il y a un flashback. Et en fait, il y a tout à coup Hide Myself, et ce n'est pas dans le texte, et là on est nous-mêmes surpris, en tout cas la première fois qu'on voit le film. Donc d'emblée, c'est l'articulation. Je veux dire qu'on est surpris de se retrouver sur scène alors qu'on croyait être à la Gestapo, quoi. Oui, c'est-à-dire que, en fait, à mon avis, ce prologue, comme pacte, disons, avec nous, spectateurs, il montre que ça ne va pas être un film... ce serait trop simple si Lubitsch, venant du théâtre, mais finalement, et du cinéma, le théâtre, c'est la même chose, et puis voilà. Non, c'est qu'en fait, c'est le théâtre multiplié par le cinéma. Et du coup, la bande d'actualité, il y a ça qu'au cinéma, puisque vous savez qu'il n'y avait pas de journal télévisé, c'était ça, et on le voyait au cinéma. Donc, c'est d'emblée une articulation entre le cinéma et le théâtre. Donc, c'est toujours plus complexe, c'est pas juste la pièce dans la pièce, comme on voit ça dans plein de films où on représente des gens qui font du théâtre. Mais l'autre chose, dans cette idée d'emboîtement des espaces dont tu parles, c'est que effectivement, souvent, les acteurs de ce film sont dans des situations où ils sont piégés, où ils sont physiquement piégés. Donc, par exemple, quand elle ne peut pas ressortir de l'espèce de chambre au théâtre, à l'hôtel Europe, où il a oublié de laisser, où Siletsky a oublié de laisser le nom de Maria Toura, et donc elle est coincée là, voilà, souvent, on a des gens qui sont piégés dans un espace. Et ce qui est intéressant dans cette idée, à mon avis, ce qui est la plus importante du film, c'est-à-dire qu'en fait, des mauvais acteurs ou des petits acteurs, limite amateurs, en tout cas histrions, pour une fois, l'histoire leur donne l'occasion de franchir la rampe et de jouer le rôle de leur vie. Et c'est tellement le rôle de leur vie que s'ils se ratent, ils meurent, ils font mourir les autres. Et tout le pays, voire l'Europe, voilà, en est affecté. Bon, c'est ça l'enjeu de ça. Et du coup, c'est à chaque petite situation comment il va sortir de la boîte en faisant le moins de dégâts possible. Et ça, je pense pour ça au rôle que joue... justement, tu disais les acteurs, c'est des acteurs de théâtre, mais en fait, celui qui joue... Jack Benny, celui qui joue The Great Joseph Tora, en fait,
c'est un homme de radio. Donc c'est assez étonnant qu'il ait oui, tu veux dire dans la vraie vie, voilà, oui. Il vient de la radio. Oui. Juif, voilà, c'est un comique aux États-Unis. Il avait une émission, le Jack Benny Show, qui était un succès populaire, un succès national. Qui est un juif polonais, d'ailleurs, je ne sais plus son nom à l'origine, mais il a un nom polonais. Il faudrait y revenir à ces histoires de noms polonais. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est, parce que tout le film est quand même construit comme ça sur la répétition, c'est pas seulement la répétition de Heil Hitler, tout ça, c'est tout est répété et transformé à un autre tour de spirale. Donc, par exemple, la scène où il doit être avec Concentration Camp Erhard. Je jouais pas. Donc quand il est soi-disant à la vraie Gestapo. Non, pardon, quand il joue Concentration Camp Erhard, je savais que je me planterais. Voilà, donc quand ils sont au théâtre et qu'ils font croire au vrai Silecki. Voilà, quand ils sont à l'intérieur du théâtre. Qu'il est à la Gestapo. Et qu'ils font croire qu'ils sont à la Gestapo. Voilà, on lui dit, t'es un histrion, t'as notre vie entre les mains. Vas-y mollo. Bon, il est bon jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il redevienne qui il est vraiment, c'est-à-dire le mari jaloux. Donc en fait, autant les nazis, ils peuvent jouer toujours le même rôle, à faire des saluts mécaniques et à être que leur fonction, autant les acteurs, leur don et ce qui va les sauver, c'est de pouvoir toujours se transformer avec tous les postiches et pastiches possibles. Donc c'est ça qui va jouer de leur capacité, enfin leur capacité à survivre va en dépendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il redevient cet idiot, il redevient le mari jaloux, et là il se trompe de porte. Et là, ça y est, il est cuit, il est découvert. Et la scène, je dirais, de réparation de ça, c'est la scène la plus géniale du film, enfin je trouve, c'est la scène des fausses barbes. Où alors là, on atteint à un niveau de simulation loubitchienne vraiment vertigineux. Et ce qui montre que, en fait, ces acteurs, je disais, l'important, c'est qu'ils soient des êtres désirants, mais en même temps, on voit le danger que c'est, parce que du coup, il y a des passions. Par exemple, il est un mari jaloux, donc il est traversé par des sentiments, et ça peut être très très dangereux. D'ailleurs, le titre français, à un moment, c'était « Jeu dangereux ». Mais en fait, il faut absolument qu'ils aient ce côté vivant pour pouvoir en sortir. Et ce qui est génial, c'est que donc, ces acteurs, c'est pas seulement qu'ils se transforment et qu'ils jouent avec des déguisements et qu'ils ressemblent vraiment à Silecki et tout ça, c'est qu'en fait, ces acteurs, à cette occasion-là, qui est une occasion historique, qu'ils reconnaissent comme une occasion historique, ils deviennent aussi metteurs en scène. Et ça, je trouve ça très beau dans le fait que, finalement, le metteur en scène de la pièce, il n'est pas si important. Parfois, il est un peu le chef. Deboche, oui. Il s'appelle Deboche, il leur dit à un moment quand même à la fille, bon, alors là, on va répéter oui. pour le moment où ils vont se retrouver sur la scène de l'histoire. Oui, mais il fait partie de la troupe. Chacun doit contribuer à écrire l'histoire, et donc ils sont à la fois dramaturges, metteurs en scène et acteurs. Il faut être tout ça pour pouvoir s'en sortir. Et en fait, dans la scène de la barbe, il est génial. Je ne sais pas si quelqu'un qui n'avait pas vu le film, moi évidemment, je suis sûre, quand je l'ai vu la première fois, je n'avais jamais pensé qu'il ferait ça, mais en tout cas, est-ce qu'on arrive à savoir ce qu'il va faire avec sa fausse barbe quand on a le panoramique filé qui finit sur le rasoir, ce coup de génie soit anticipable. Mais c'est vrai que c'est un coup de génie de tout le film, de la situation, de notre rapport au film à ce moment-là. Mais ce qui est vrai, il faut insister là-dessus quand tu parles de ce personnage, Joseph Tourin, joué par Jack Benny, c'est-à-dire, comme ils sont placés en situation, d'avoir un rôle historique à jouer, et que donc ils jouent, comme tu dis, le rôle de leur vie, et ça les rend littéralement meilleurs, c'est-à-dire de cabotin, ils passent à grand acteur, on peut dire, puisque les trois grandes scènes de Jack Benny, c'est la première où il accueille le vrai Silecki au théâtre, et là, on ne peut pas dire qu'il s'en sort bien, il improvise, il a du mal, il dit « je suis en panne de texte », il va dans la coulisse, donc là, il n'est pas très bon. Puis la deuxième fois, c'est la situation exactement inverse, comme dans un miroir, il est devenu Silecki, et en face de lui, il a le vrai colonel Erhardt, et là, il est très bon. Il s'en sort très bien, et puis il atteint son to be or not to be, il atteint son sommet dans la scène de la barbe postiche. Donc d'une certaine manière, on voit aussi que face au mur, enfin dos au mur, ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes.
ils deviennent brillantissimes. Mais aussi parce qu'ils fonctionnent comme une troupe. Oui, parce que pourquoi il se fait arrêter la deuxième fois, alors qu'il avait tout bien joué? C'est parce qu'il a joué perso, comme on dirait dans un sport collectif. Et les autres viennent. Et les autres arrivent comme la cavalerie pour le sauver. Oui, voilà. Il les a pas prévenus et ils n'ont pas joué collectif. Et c'est en ça aussi que ce qui est très beau quand on disait la manière dont il représente les gens de théâtre. C'est par exemple le personnage de Greenberg, donc joué par Félix Bessart, et qui rêve toute sa vie de jouer le monologue du Marchand de Venise, et la manière dont c'est traité, travaillé dans le film, amené jusqu'au climax, mais aussi la manière dont, on pourrait dire, le fond arrive enfin sur le devant de la scène, quoi. Oui, alors cette histoire du monologue, de la scène du Rialto, où effectivement il l'a dit 3 fois, dans 3 situations un peu différentes. Enfin, les 2 premières sont pas si différentes, mais on voit qu'on a changé de saison, donc du temps a passé, et en fait, eux, ils ne peuvent plus jouer la pièce subversive qu'ils voulaient jouer. Vous vous souvenez, la deuxième occurrence, ils ont les pelles au lieu des hallebardes. C'est-à-dire qu'ils se plaignaient de n'être que des figurants. Bah, plaignez-vous, mais quand il n'y aura plus du tout de liberté, vous ne pourrez même pas jouer. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième, c'est effectivement le grand moment où il peut sauver tout le monde. Mais attention, enfin, remarquons qu'il n'est pas là à la fin. C'est évidemment très important que le personnage ouvertement juif, Greenberg, n'est pas dans la photo de classe finale. Il a disparu. C'est-à-dire qu'entre le moment où il a joué enfin son monologue devant les vrais nazis, entouré par ses amis, eux-mêmes habillés en nazis, il est emporté à la suite de ça par des acteurs de sa troupe. Et effectivement, à la fois il est emporté pour être mis à l'abri, mais il disparaît du film. Il disparaît du film puisque lorsqu'ils se retrouvent tous en Écosse, comme tu dis, il n'est pas sur la photo de famille, et cet acteur-là est celui qui manque. C'est jamais expliqué par le film, rien ne nous est donné, mais quand même Greenberg a disparu. Oui, ça c'est très inquiétant. Et, ça, c'est et effectivement, la récurrence de son monologue, le monologue de Shylock, qui a longtemps été, le Marchand de Venise, longtemps été une pièce, disons, antisémite, enfin jouée parce que Shylock y est le méchant, mais à un moment, il y a un retournement possible, parce que même dans Shakespeare, tout méchant qu'il est, l'usurier, eh bien, il a cette tirade magnifique où en fait, les Juifs font partie de l'humanité. Et c'est ça, c'est très important de le répéter à ce moment-là. Donc, bien sûr que c'est un monologue fondamental dans le film. Mais ce qui me semble intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas que ces 3 variations. Moi, en tout cas, j'en localise une dernière, cette variation sur si vous nous piquez, nous sommes aussi des êtres humains. Voilà. En fait, ça, quand on y pense, c'est repris par... Enfin, c'est dans le discours de Siletsky, de séduction de Siletsky à Maria Toura, quand il dit, et moi je trouve que c'est l'une des scènes les plus glaçantes du film, nous aussi nous avons des sentiments, vous savez. Nous aussi nous aimons le beau, nous aimons les belles femmes, nous aimons la musique, nous aimons danser. Et là vraiment, on est glacé parce qu'on comprend que Lubitsch, il voit très bien ce que sont les nazis. C'est-à-dire qu'il ne les représente pas comme des horribles, etc., mais en tout cas, il les représente comme étant aussi des êtres humains, ayant aussi un corps, comme les acteurs. Et là, vraiment, c'est très, très, très flippant. Et en fait, quand on y pense, ce qu'il dit, c'est aussi un peu une variation, alors faisandée, si on veut, mais du monologue de Shylock. Donc là, il est vraiment inquiétant. Mais ça nous amène à un point, et après on vous donne la parole, mais il faut le souligner, c'est-à-dire quand tu dis c'est-à-dire que la grande force du film, et ce qui lui a été en partie reproché par certains, finalement assez peu quand même, hein, mais qui avait pignon sur rue à ce moment-là, ce qui lui a été reproché, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire comment vous, auteurs de comédie, osez-vous prendre le drame du bombardement de Varsovie et de l'invasion de la Pologne pour arrière-fond de votre comédie. C'est un manque de goût, c'est un manque de sensibilité, c'est une faute. Bon. Et alors que Lubitsch a clairement dit lui aussi à quel point il avait été tenté justement par cette expérience, c'est-à-dire du mélange des genres et de la comédie et de la tragédie en même temps ou ensemble. Et quand tu dis ce que tu dis, c'est vrai que on rit énormément pendant le film. Il y a 2 choses qui m'ont frappé cette fois-ci. C'est d'abord, à partir du moment où on apprend la déclaration de guerre, jusqu'en quelque sorte au moment où Jack Benny trouve l'aviateur anglais dans son lit,
il s'écoule 20 minutes de film. Ouais, sans gag. Mais pas un gag. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Pologne est envahie, c'est comme si le film respectait une sorte de trêve, ou une sorte comment on pourrait dire, oui, d'éthique, et qui fait que pendant 20 minutes, si on regarde le film, il n'y a pas un gag. On est avec les aviateurs anglais, on est avec le Sileski le traître, on va ensuite, les doutes de Robert Stack sont expliqués, enfin il y a tout un... Bref, 20 minutes de film, dans ce film dit comique, il ne se passe pas un gag. Et l'autre chose, c'est que, comme tu le disais, bien sûr on rit, mais enfin on n'oublie jamais, même s'ils sont ridiculisés et montrés comme des pantins, le film le rappelle en permanence aussi, ce sont des tueurs. Et il y a quelque chose dans ce rire qui n'oublie jamais de quoi et de qui on rit. Oui, et ça, c'est une question rythmique. Parce que comme tu dis déjà, c'est une question d'écriture, puisqu'il y a ces 20 minutes sans gag, et c'est évidemment délibéré. Je veux dire, Lubitsch, il n'oublie pas de faire des gags quand il veut, il en met. C'est dur à trouver, mais il sait les trouver. Donc c'est pas une maladresse. Et d'ailleurs, quand il y a la déclaration de guerre dans la loge, le seul dernier gag, c'est « Oui, c'est un scandale !» Il a encore ruiné voilà, il a ruiné mon monologue, mais non, mais attends, c'est la guerre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, il y a un travail du son où on a l'impression qu'il y a un silence. C'est-à-dire que rythmiquement, il travaille aussi ça, des très légères pauses de silence, alors que le film est très, je veux dire, très rapide, très bavard dans les répliques. À un moment, il n'y a plus de répliques possibles, c'est vraiment la guerre. Et avant même que Jack Benny rentre et que tout le monde rentre, quand elle apprend avec lui qu'ils lisent tous les deux le journal, il y a quelque chose de comme un changement de tonalité qui se marque. Et en fait, ça, je trouve que ça trouve son apogée dans une autre très grande scène dont on n'a pas parlé, qui est la mort de Sileski. Et qui est aussi très étonnante, puisque je disais que Sileski, il est effectivement humain, très humain aussi. Les nazis ont un corps, ont des désirs, voilà, des passions. Et en fait, au moment où il le montre en train de mourir, évidemment d'abord, c'est sur scène et tué par des acteurs, mais il y a un moment de pause très très grand, parce qu'il ne tombe pas tout de suite, il y a le lever de rideau, enfin toute la poursuite avec ce qu'on appelle une poursuite d'ailleurs, c'est-à-dire cette technique lumineuse, ce faisceau lumineux dans un théâtre, et puis ensuite il meurt comme ça sur scène, ça fait tableau, et il y a un contre-champ sur eux en train de le regarder, qui fait penser à tous ces plans, je trouve, sur des spectateurs qu'on a, par exemple dans La Grande Illusion de Renoir, quand les gens voient le spectacle fait par les prisonniers et que tout à coup Gabin interrompt ce spectacle et dit « on a repris de Beaumont ». Et voilà, les gens sont scotchés. Enfin, il y a une forme de sidération. Et ce qui est beau, je trouve, c'est que ces types, ces acteurs qui se griment tout le temps, qui savent que tout ça est un jeu de simulation, qu'il faut passer pour quelqu'un d'autre, etc., quand il y a mort d'homme, quand vraiment c'est une vraie mort, eh ben, il y a un être humain qui meurt. Même si c'est un nazi, même si c'est eux qui le tuent et que c'est leur ennemi absolu, ces acteurs-là, c'est pas des tueurs dans la vie. Donc tout à coup, il y a une sorte d'effet de réel. Ils sont plus dans la fiction. Et ça, je trouve que c'est très très bien montré. C'est même renforcé cet effet de réel par un détail qui n'existe que là, et dans un film de 1942 qui est plutôt une exception, donc une volonté du metteur en scène, c'est que quand Sileski meurt sur scène, on voit la tache de sang sur lui. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est... On ne devine pas qu'il est touché, on le voit, et qu'il est mortellement touché. Et ça, tout d'un coup, cette tache réaliste-là, elle est aussi là pour dire que, bien sûr, ça se passe sur scène, mais c'est, dans le régime du film, c'est une mort véritable. Il y a quelque chose là qui s'incarne, j'allais dire, de réel, oui, et qui est figuré comme réel. Oui, et c'est porté, pas seulement par cette question rythmique dont je parlais, mais par la photographie de Rudolf Maté, qui est en fait un très très grand directeur de la photo, mais qui est un peu réalisateur aussi d'ailleurs, mais on ne pense jamais à la photographie quand on parle de ce film. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on commente, l'aspect visuel. Or, quand on y réfléchit, il éclaire de façon très variée. Et donc, il y a des scènes qui sont éclairées plutôt high-key, enfin avec beaucoup de lumière, et qui sont des scènes de comédie. Et puis là, par exemple, dans cette scène, il joue, on dirait un film noir. Et d'ailleurs, je suis allée revoir Le Grand Alibi d'Hitchcock parce que
une sorte de confusion entre dans quel film il y a cette scène extraordinaire de poursuite à l'intérieur d'un théâtre. Et en fait, j'ai été très déçue. Parce que c'est pas dans le grand, parce que dans le Hitchcock, c'est pas dans le Grand Alibi, c'est dans Saboteur. Ah voilà, c'est ça. Je le disais, mais... Dans Saboteur, il y a effectivement une scène comme celle-là. D'ailleurs, le film est de 42, Saboteur, où effectivement il y a quelqu'un qui monte sur scène, mais c'est dans une salle de cinéma, donc il y a un film qui se déroule derrière lui, et il est abattu sur la scène, et ça crée une panique dans la foule. Ah, merci. Voilà. Je me disais quand même. Mais bon, il y a un triangle Chaplin, Lubitsch, Hitchcock, d'inspiration réciproque, c'est sûr, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'histoire de la barbe. Vous avez vu au générique, le coproducteur, c'est Alexander Korda. Un jour, il faudra faire une rétro des frères Korda, parce qu'il y a aussi Vincent Korda qui l'a fait les décors, je crois, et puis il y a Zoltan Korda qui était aussi réalisateur. Et Alexander Korda, qui donc produit en partie ce film, ce serait lui qui aurait donné à Chaplin l'idée de faire le dictateur à partir de la ressemblance de la moustache entre Charlot et Hitler. Et donc cette histoire de moustache, y compris celle qui disparaît à la fin, là, la moustache qui disparaît à la fin, les postiches et tout ça, voilà, c'est quand même un lien de plus. Ah non mais ça c'est absolu, c'est génial, enfin il y a toute une histoire autour de ça, mais pour le résumer vite, effectivement Chaplin aurait fait le dictateur pour récupérer son rôle, c'est-à-dire pour récupérer sa moustache, l'autre étant un imposteur, et comme disait Chaplin, ça fait plus longtemps que lui que je suis dans le business. Donc il récupère, enfin, il y a un texte célèbre d'André Bazin qui s'appelle Postiche et Pastiche, et qui explique que le dictateur, c'est la volonté de Chaplin de récupérer la moustache de Charlot que Hitler lui a volée. Et là, c'est comme... dire que c'est pareil. Hein, et là, c'est pareil, sauf qu'on a le sentiment que Lubitsch laisse la moustache en quelque sorte à Chaplin en disant bon, ça t'appartient absolument, et lui il passe à la barbe. Il passe à la barbe, mais on pourrait dire que les acteurs veulent récupérer aux espions ce qu'ils leur ont volé. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les acteurs et les espions, sauf que les espions ils agissent pour une cause, alors que les acteurs ils se laissent traverser par l'histoire et par le texte, voilà, toujours mouvant. Parce que dans cette idée que pour Lubitsch, il faut que même les mots ce soit des objets. C'est-à-dire que c'est ça sa liberté, et c'est le fait de laisser les choses circuler. Il ne faut pas que ce soit figé en idéologie. Je trouve très beau ce qu'il fait avec les enseignes polonaises des magasins. Vous vous souvenez, au début, le film commence là-dessus, Lubinski, alors d'ailleurs c'est un peu Lubitsch, Lubitsch polonisé, voilà, toute cette liste de noms polonais, et puis ensuite, un peu plus tard, on voit ces enseignes, il n'y a rien, il n'y a plus de voix off là-dessus, mais on voit les enseignes cassées. En fait, on voit des noms de famille polonais qui sont cassés, et ça suffit pour montrer la violence complètement barbare. Mais ce que ça dit, à mon avis d'autres aussi, de commencer par ces noms polonais égrenés, c'est qu'en fait le couple Tura, il va être pris entre deux noms polonais, je me disais, c'est-à-dire Sobinski, pour le côté amoureux, désir, jeunesse, etc., ouverture, et Silecki, qui est vraiment l'espèce de force de mort, enfin de risque, puisque les deux époux Tura risquent leur vie de très près et vont vraiment intimement se frotter au corps, si je puis dire, de Silecki. Donc elle, du côté amoureux, elle l'embrasse quand même. Elle joue même le ravissement, puisqu'elle a ce fameux Heil Hitler évaporé. Très hot. Et lui, je dirais aussi, sur le mode masculin, puisqu'il va se frotter au cadavre. Quand même, dans un film de cette époque, on n'a jamais vu un traitement du corps du cadavre quand même aussi explicite. Le type a manipulé, il a rasé un mort pour faire ça. Donc c'est extrêmement physique. Mais Lubitsch, disons, avait dit que, de son point de vue, alors il a répondu aux critiques qui lui ont été adressées, ça on pourrait peut-être détailler si vous souhaitez, mais Lubitsch a dit à quel point c'était son film préféré, enfin, parce que c'est le film où il a le sentiment d'être allé le plus loin dans l'expérimentation, où en quelque sorte il a repoussé en quelque sorte les limites du contrat qui passe avec le spectateur en lui proposant quelque chose d'absolument nouveau. Et sur le côté, alors tu disais à très juste titre, l'importance, l'influence déterminante de Chaplin, pas seulement sur Lubitsch, mais en grande partie sur Lubitsch, puisque Lubitsch, c'est quelqu'un qui va passer de l'Allemagne aux États-Unis sans coup férir, du muet au parlant sans problème. Mais il l'a dit, le grand choc pour lui, le grand avant-après, c'est un film de Chaplin. Il voit l'opinion publique en 22 ou 23, et
pour lui, la mer s'ouvre, quoi. C'est-à-dire qu'il voit un film dont il se dit, c'est ça la mise en scène. C'est comme ça qu'il faut mettre en scène. L'année suivante, il fait Comédienne, donc Marriage Circle, c'est-à-dire que ce doit être son deuxième film américain, hollywoodien, et donc c'est cet Allemand, Lubitsch, qui invente dans ce film, Marriage Circle, la comédie américaine. Et la comédie hollywoodienne, elle vient en quelque sorte du choc que Lubitsch a ressenti en voyant L'Opinion publique, qui est un film non comique de Chaplin, dans lequel lui-même ne joue pas. Bref, tout ça c'est l'histoire des formes et l'histoire de leur migration, mais c'est très important. Et l'autre chose qu'il faut dire avant d'oublier, c'est que Lubitsch s'est posé la question de l'obscénité de son sujet. La question de ai-je le droit de faire une comédie sur la situation des Polonais ? Il faut quand même dire que le ministère de la Culture du gouvernement polonais en exil à Londres n'a rien trouvé à redire au film. Il a même encouragé à aller le voir en disant que ça faisait l'éloge du peuple polonais et de son esprit de résistance. De même pour l'ambassadeur polonais aux États-Unis. Donc il y a, de ce point de vue-là, en quelque sorte, il avait toutes les références nécessaires. Mais Lubitsch... D'ailleurs, juste l'aviateur, il est pas anglais, il est polonais. C'est un Polonais en exil à Londres, Robert Stack. Alors qu'en fait, Robert Stack, c'est la figure du jeune Américain positif, et tout sourire et toujours prêt à donner de sa personne physique, sexuelle. Elle l'a bien compris, hein, oui. je crois. C'est la santé américaine, mais il joue un Polonais. Mais c'est vrai qu'on s'y tromperait. Et Lubitsch a dit, parce que j'y pense par rapport à l'opinion publique, c'est-à-dire que des films, c'est des cinéastes, c'est des époques où les cinéastes voyaient les films des autres, j'ai envie de dire. S'il y a des cinéastes dans la salle, je pense qu'il y a un message. C'est plus aussi fréquent qu'avant, mais avant, il me semble qu'à différentes époques, sans caricaturer, les cinéastes voyaient les films des autres. Bon. Et Lubitsch disait, j'avais une limite dans ce que j'osais représenter. Il disait, pour moi, le pire des handicaps au monde, c'est la cécité. Un homme aveugle, je ne peux pas en faire un sujet de comédie. Il dit, du moins je le croyais. Et puis il dit, en 1934, j'ai vu un film avec W.C. Fields, qui s'appelle It's a Gift, une riche affaire, je crois le titre en français, 1934, et dans lequel il y a une scène où un aveugle entre dans le magasin de W.C. Fields, parce qu'il est aveugle, ruine le magasin. Et Lubitsch dit, et j'ai ri tant et plus pendant cette séquence et pendant ce film, et il dit, j'ai compris qu'on pouvait tout se permettre, qu'on pouvait tout représenter, du moment qu'on se demandait comment le représenter. J'ai presque envie de dire, non seulement comment tu en ris, mais avec qui tu ris aussi. Mais toujours est-il que Lubitsch a trouvé là, en quelque sorte, une réponse morale à la question qu'il se posait. Quoi. Et quand tu dis avec qui, c'est évidemment aussi quelle place est laissée, mais creusée, sculptée pour le spectateur. Et c'est vrai qu'il y a plein d'occurrences de représentation du public, donc on s'y retrouve aussi dedans. C'est la fameuse phrase de Truffaut que tout le monde a dû citer sur... Dis-la. Oui, non, vas-y. Non, le cinéma de Lubitsch est un Gruyère. Mais oui, même les... oui, parce qu'il parlait des ellipses. Il parlait des... Piece of cheese. Je l'ai là. Je vais vous le lire. Dans le Gruyère Lubitsch, chaque trou est génial. Pour parler des ellipses, mais voilà, il parle de la relation à trois, ce que tu dis. Je le lis rapidement. Alors, il y a deux sortes de cinéastes. C'est pareil pour les peintres et les écrivains. Il y a ceux qui travailleraient même sur une île déserte, sans public, et ceux qui renonceraient au nom du à quoi bon. Donc pas de Lubitsch sans public, mais attention, le public n'est pas en plus de la création, il est avec. Il fait partie du film. Dans la bande sonore d'un film de Lubitsch, il y a le dialogue, les bruits, la musique, il y a nos rires. C'est essentiel, sinon il n'y aurait pas de film. Les prodigieuses ellipses de scénario ne fonctionnent que parce que nos rires établissent le pont d'une scène à l'autre. Dans le Gruyère Lubitsch, chaque trou est génial. Employée à tort ou à travers, l'expression mise en scène signifie enfin quelque chose. Ici, elle est un jeu qui ne peut se pratiquer qu'à trois, et seulement pendant la durée de la projection. Qui sont les trois ? Lubitsch, le film et le public. Oui, et c'est pas un hasard si tu parlais de l'actualité par rapport à Trump du film. On pourrait dire qu'il y a une autre actualité par rapport à Trump, c'est Monsieur Smith au Sénat avec le filibustering. Et en fait, comme par hasard dans Monsieur Smith au Sénat, qui date de l'année qui précède ce film, il y a aussi plein de représentants du Sénat, le président de séance, on dirait un spectateur qui mâche du chewing-gum, qui rigole et tout, et il y a plein d'instances comme ça, de relais
de nous, spectateurs, et dans ce film aussi. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, les spectateurs représentent le peuple. C'est-à-dire que ce qui est figuré dans les films, c'est l'appel au peuple, quoi, d'une certaine C'est manière. l'enjeu que, en fait, ce qu'il y a dans le film, c'est une force centrifuge. C'est-à-dire que ce qui est dans le film, très artificiel comme ça, sur le théâtre, sur des gens enfermés, sur des gens qui jouent à simuler, etc., il faut absolument qu'il y ait une force sur le monde extérieur. Ça ne veut pas dire faire un film de propagande, ça veut dire faire un film tellement complexe et dense que justement c'est propulsable à l'extérieur. Qu'après, il arrive à créer aussi ça. Et Chaplin, il l'a créé de manière très risquée avec le dictateur, parce que lui, il le crée par un décrochage, où tout à coup, dans le dictateur, il y a Chaplin qui nous parle en face à face, et c'est plus Charlot, et c'est plus le personnage de dictateur du film, c'est un discours au public. Ça, on peut le faire une fois. Et puis c'est encore plus risqué avec Chaplin, parce que lui, il le fait à un moment où les États-Unis ne sont pas entrés en guerre, et il le fait donc en 1940, c'est-à-dire à un moment où il est copieusement insulté, copieusement menacé de faire le film qu'il veut faire. C'est trop long à expliquer, mais comment dire, il prend un risque physique en faisant le dictateur. Ouais, il tue Charlot déjà. Déjà, il tue Charlot, mais lui-même est visé en tant que Chaplin. Alors en parlant de spectateur. Oui, alors, en parlant de vous, oui, attendez. Alors, Attendez, hop, allez-y. si je puis me permettre, c'est la deuxième fois que je le vois sur grand écran. C'était j'avais 20 ans, mais dans un cinéma d'arrêt d'essai qui était complètement vide. Alors, on admire tout, que ce soit le chignon de Carole Lombard qui est repris dans le dernier métro de Truffaut, c'est le même chignon que porte Catherine Deneuve. Sa plastique absolument exemplaire et les mouvements de mise en scène. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je viens de me rendre compte, avec un public, C'est pas le même film. j'ai pas découvert le même film. Donc c'est toujours un délice de voir une Beach, seul ou bien accompagné, mais là, merci beaucoup. Mais oui, il y a un effet. Là, vous étiez très accompagné. Mais il y a un effet effectivement multiplicateur. Entre ceux qui savent ce qui vient comme effet et ceux qui le découvrent, il y a presque, comment dire, ça crée des vagues de rire. Moi, je l'avais expérimenté ici, quand on avait montré, je ne sais plus quel Buster Keaton avec Pierre et Tex. J'avais revu le film chez moi la veille pour préparer, j'avais souri, j'avais ri, mais ça n'avait rien à voir avec le fait de le revoir le lendemain dans la salle, parce que tout d'un coup, on est pris dans dans un mouvement et dans une vague. Oui, il y avait une autre question par là. Attendez, il y a un micro qui arrive. Ouais. Ouvrez le micro. Non, juste en haut, là, ici. Il doit y avoir un bouton à pousser. On n'a pas dit que Carole Lombard était morte à 33 ans avant. Mais je n'osais pas le... Mais on ne voulait pas en introduction. Parce qu'il y a un drame dans ce film. Ouais. C'est qu'effectivement, lorsque le film est terminé, je disais en décembre 1941, en fait, pour soutenir l'effort de guerre, elle prend l'avion peu de temps après, en janvier 1942. Elle prend l'avion et elle doit faire un périple aux États-Unis pour soutenir, les war bonds et soutenir l'effort de guerre, et l'avion se crache. Et les 22 personnes à bord de l'avion meurent, dont Carole Lombard, qui était à ce moment-là l'épouse de Clark Gable. Si bien que quand le film sort le 15 février, Carole Lombard a disparu. Et maintenant, vous pouvez parler. Non, en fait, c'est drôle parce que la première personne a parlé du dernier métro, et moi, j'ai pensé beaucoup au dernier métro en revoyant ce film. Et moi, la première fois que j'ai vu des Lubitsch, c'était présenté par François Truffaut dans les années 80, je pense à l'Action Lafayette, où on lui avait demandé quel metteur en scène il voulait mettre à l'honneur, et tout le monde pensait que ce serait Hitchcock, mais non, c'était Lubitsch, et c'était merveilleux. Mais donc on sait qu'il a été inspiré pour Jules et Jim par Sérénade à 3, mais c'est vrai que là, tout d'un coup, j'ai vu aussi une influence certainement sur le dernier métro de ce film. Mais c'est vrai que j'ai un grand plaisir de revoir ce film. Merci à vous. Oui, c'est une inspiration avouée de la part de Truffaut, de même que si vous avez vu, ou sinon vous êtes coupable, Le ciel peut attendre, donc l'un des derniers films de Lubitsch. Et après, il y a Clooney Brown. Et si vous voyez L'homme qui aimait les femmes, voilà. Il y a vraiment des...
Beaucoup de rapprochements. Mais c'est ce que je disais, enfin, bon, Truffaut étant un exemple presque excessif, mais les cinéastes voyant les films des autres ou se nourrissant des films des autres, c'est comme ça aussi qu'il y a on pourrait dire des sortes de migration de formes ou de motifs, parce que les cinéastes étaient aussi spectateurs, voyaient les films et s'en nourrissaient, et copiaient, reprenaient, faisaient des variations. Bon, les exemples sont pléthores, mais Truffaut, évidemment. Une autre question, une autre remarque par rapport au film? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit ou... Oui, allez-y. Donc moi je fais partie des gens qui découvraient le film aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu. Et alors c'est un ravissement à 200%. Le festival des dialogues qui font mouche... Je ne crois pas que j'ai vu beaucoup de films avec une telle intensité dans les dialogues efficaces. C'est vraiment un festival. Parmi les choses qui m'ont marqué, il y a l'acteur qui... Alors, je sais plus... Alors, je connais pas son nom, mais son visage me dit quelque chose. Et c'était le supérieur de Schultz. Le personnage de Erhardt. Voilà. C'est Sieg Ruhmann. Voilà. Alors là, cet acteur, pour moi, c'est... Voilà. Dans ce film, tous les acteurs sont excellents, mais alors, moi, je lui donne 3 fois l'Oscar à celui-là, parce que vraiment, il m'a fait hurler de rire. Et je ne sais pas si Billy Wilder lui a offert un rôle dans Stalag 17 où il s'appelle Schultz. Voilà. Mais oui, le nom Schultz, en fait, comment... Wilder qui a été scénariste d'au moins 2 films de Lubitsch. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez un peu recycler le parcours de cet acteur. Parce que bon, je suis sûr de l'avoir déjà vu dans d'autres seconds rôles, dans d'autres films, mais je ne pourrais pas citer lesquels. Parce que le Stalag 17, je crois que je ne l'ai jamais vu, donc ça ne devait pas être dans celui-là. Et aussi Robert Stack, qu'on voit tout jeune dans ce film. Moi, comme beaucoup de gens, je l'ai découvert par la télévision dans une série cultissime. Et dans les quelques rôles au cinéma que je connais de lui, je le vois plus associé à Douglas Sirk, mais je le vois pas beaucoup dans des comédies, à part 1941 de Spielberg. Donc, je sais pas, dans son parcours, ça faisait combien d'années à peu près qu'il avait commencé à tourner? C'est arrivé assez tôt dans sa carrière, le film de Lubitsch. Là, on est en 1942, hein, donc c'est tôt dans sa carrière. Oui, il est tout jeune. Hein, donc les films de Douglas Sirk, c'est une décennie après. Quant à 1980 de Spielberg, c'est 1941, ça doit être en 81. Donc c'est vraiment 3 périodes, 3 étapes parce qu'il différentes de sa carrière. Je l'associe pas beaucoup aux comédies Robert Stack. Donc est-ce qu'il en a fait beaucoup en fait dans sa carrière Je ne saurais pas dire comme ça avec certitude, mais je ne crois pas. En tout cas, la majorité des films de Robert Stack ne sont pas des comédies. En revanche, Robert Stack a témoigné du travail avec Lubitsch, parce qu'il, comme tous les acteurs, il en a été marqué. Il a raconté à quel point Jack Benny, qui joue Joseph Toura, avait à la fois, aurait donné sa chemise pour jouer dans un film de Lubitsch, parce qu'il considérait que c'était le plus grand de tous. Et Stack a témoigné aussi de l'inquiétude de Jack Benny d'arriver à tenir son rôle. Je ne parle pas de Joseph Toura, de Jack Benny. Et comme tu disais, et comme il venait de la radio, il était et qu'il était bon au théâtre, mais il était très inquiet de jouer au cinéma, et il ne cessait de demander aux uns et aux autres si c'était drôle, s'il avait été drôle et s'il avait été bon. Et Stack a raconté que la scène où Joseph Toura, donc Jack Benny, entre chez lui et découvre Robert Stack dans le lit, ça, Lubitsch lui a fait refaire au moins 30 fois. Donc, sans doute parce qu'il voulait obtenir l'effet comique maximal, ou la gestuelle, ou le déplacement, mais il lui a fait faire et refaire, si bien que ça nous donne aussi quelques indications sur comment Lubitsch se comportait sur le tournage. Il paraît que le tournage
était très bon et que Lubitsch était hilarant. Mais Lubitsch avait une caractéristique, alors là, que tous les acteurs ont raconté, c'est que lui-même acteur mimait tous les rôles. C'est-à-dire que la direction d'acteur chez Lubitsch passait par son propre corps, c'est-à-dire qu'il jouait pour les acteurs tous les personnages de la scène qu'ils allaient tourner, et souvent en exagérant le jeu. Oui, et ça c'est important, parce qu'on dit souvent que quand Lubitsch est arrivé aux États-Unis, début des années 20, voilà, tac, il est passé à la comédie sophistiquée. Donc quand on voit ces films allemands et qu'on les trouve parfois lourds dans leur humour ou gras, etc., ils seraient devenus elliptiques et a fortiori avec le code d'autocensure mis en application à partir de 1934. Mais en réalité, c'est pas aussi simple. Et on voit bien qu'il a fait des sex comedies, que c'est pas des comédies screwball, c'est des comédies sexuelles. La plupart de ces comédies des années 30, que ce soit avec Maurice Chevalier ou que ce soit après, comme Serenade à 3. Donc en fait, le corps, le désir, la sexualité, ils sont toujours là. Et a fortiori, si on empêche qu'ils rentrent par la porte, ils vont rentrer par la fenêtre. En réalité, ils vont même rester par la porte, sauf qu'on va avoir un plan sur la porte. Parce que l'histoire des portes, c'est toute une histoire. Absolument, mais c'est vrai que sur la question sexuelle, les films sont à la fois elliptiques et explicites. Ça, c'est assez génial. Bon, le bombardier. Le bombardier. Pas très elliptique. Non, pas très elliptique, mais inouï, quoi. Voilà, explicite, tout en étant suggéré. Je vous donnerai 3 œufs par semaine, c'est pas Non mais je sais pas, mais ce qui est vrai c'est qu'un des plaisirs à revoir ce film, c'est de retrouver ces moments-là. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous dites, le nombre de fois où le film atteint son but, c'est proprement sidérant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on pourrait dire, il n'y a pas un seul gag qui tombe à plat ou qui ne réussit pas ce qu'il a potentiellement en lui. Et la seule chose qui puisse affaiblir le film, ce sont les sous-titres. C'est-à-dire que les sous-titres n'arrivent pas à suivre. Qui soient obligés de résumer, de condenser ou de laisser de côté certains doubles sens, parce que tout simplement c'est impossible. Mais pour quelqu'un qui comprendrait l'anglais parfaitement comme Charlotte ou d'autres, vous jouissez absolument du film parce que tout est réussi, tout est accompli, tout atteint sa cible, et le plaisir qu'on a, c'est de réentendre encore et encore telle situation, telle réplique, tel regard. Enfin, on s'en lâche jamais, quoi. Il y a juste sur Sig Ruman, c'était un acteur d'origine, et c'était un acteur juif d'origine allemande. Et on le voit aussi dans Illusion perdue, qui précède. Ah oui, et dans Ninochka. Et dans Ninochka, oui. Bien sûr. Et ça renvoie aussi à l'idée que le fait que certains acteurs, on les retrouve de Lubitsch, on les retrouve de film en film, donc l'idée de là aussi d'une troupe, disons de fidélité de Lubitsch à certains acteurs et actrices, parce qu'il avait ce goût théâtral peut-être de la troupe ou de la tribu. Oui, bien sûr, Bressard, Félix Bressard, qui joue Greenberg, il est dans The Shop Around the Corner, il est assez inoubliable aussi dans The Shop Around the Corner. Mais ce que tu disais sur le fait que ça passait par le corps et qu'il jouait lui-même les différents rôles, ça me fait revenir au fait que je disais que les acteurs là, ils devaient aussi être metteurs en scène, mais parce que je pense qu'au fond, pour Lubitsch, il n'y a pas de différence marquée, il n'y a pas une frontière entre le jeu d'acteur et la mise en scène. Donc ça, c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on peut imaginer de, ah oui, alors il y a le cinéaste, l'auteur, la fameuse politique, l'auteur et puis les acteurs de l'autre côté. Et on voit bien en fait que pour Lubitsch, c'est la même chose, puisque mettre en scène, c'est jouer. Enfin, et en même temps, c'est le super auteur, parce qu'il est présent à chaque étape absolument du processus du film. Charles Brackett et Billy Wilder ont raconté que Lubitsch n'apparaissait jamais au crédit du scénario, mais qu'il était absolument co-scénariste de tous ses films. Donc il est là, présent à chacune des étapes, tout en ayant évidemment cette force d'inclusion. Oui, moi c'était un peu pour rebondir aussi sur cet aspect un peu opératique, c'est-à-dire que c'est comme un opéra pour les acteurs et tout le scénario. Mais je voulais dire plusieurs points aussi sur cette actrice qui est quand même hyper moderne. Enfin, je sais pas, moi ça m'a fait penser dans Inglourious Bastard à Mélanie Laurent, quoi. Et elle est elle ose, c'est quand même, on est en 42,
Et elle a un visage très sensuel, comme ça, très... Elle a quand même... Elle est très belle. Et je voudrais rebondir sur... Ça me fait penser aussi, et je fais un hommage à Michel Hazanavicius, parce que dans O2S, dans son premier ou dans son deuxième, OSS, dans le nid d'espions, eh bien, il reprend avec énormément de brio. Et voilà, parce qu'on, bien sûr, j'adore Truffaut, j'aime énormément Michel Hazanavicius, qui est un magnifique scénariste et réalisateur, et cinéphile. Et voilà, on cite toujours Truffaut et tout, et j'adore Truffaut, je suis truffaldienne. Mais Michel Hazanavicius a fait vraiment un hommage à Lubitsch dans ce film qui est remarquable. Dans l'avion, par exemple, dans la scène du bal avec les nazis à la fin, où justement il y a cette tirade shakespearienne, et c'est très drôle. Voilà, c'était juste un hommage à Michel Hazanavicius. Mais écoutez, je crois qu'il y a En un tout travail dans cas, sa Tarantino, il s'inspire. Et Tarantino, aussi, absolument, Inglourious Basterds, oui. De ce film. Tout à fait. Je l'ai interviewé une fois, à l'occasion de la sortie d'Inglourious Basterds, et j'ai carrément posé la question. Et oui, c'est une inspiration directe. Et aussi l'opéra, l'opéra, là c'est le cinéma, quand Mélanie Laurent s'occupe avec le projectionniste à la fin, il y a beaucoup de choses, et je trouve les deux, ça date quand même il y a 25 ans, enfin Glorious Bastard et O2S, ou 20 ans peut-être, je sais pas, peut-être début 2000. Et donc ça veut dire que Lubitsch est là, enfin voilà, il traverse de manière... parce que le dernier métro n'est pas drôle, hein, pas du tout, à aucun moment. Non, il y a des moments. Oui, c'est Truffaut, mais à la fois Tarantino et Hazanavicius, ils sont très fidèles à Lubitsch, très fidèles dans cette volonté, tous les deux, par rapport justement à rire de l'impensable, de l'impossible, de l'indicible, on peut même pas voir, mais on peut en rire. Voilà. Juste sur Inglourious Basterds, parce que ça m'a fait réfléchir cette histoire. Peut-être la différence, c'est que Tarantino, c'est tout un attentat pour tuer Hitler. Donc c'est une uchronie. Et si, en fait, historiquement, on avait réussi à tuer Hitler, évidemment dans un cinéma, puisque lui-même est cinéaste, donc c'est jubilatoire de faire tuer Hitler dans un cinéma. Je me demande si l'intérêt de To Be or Not To Be, c'est justement de ne pas franchir ce pas-là. Par exemple, il pourrait les faire tuer Hitler. C'est quand même ça l'idée, normalement, de leur résistance. Mais en fait, comme l'histoire est encore en cours, c'est pas du tout la même chose. Si Lubitsch avait décidé de vraiment tuer le dictateur, ou si Chaplin aussi avait... c'est pas la même chose quand l'histoire est encore en cours de le faire, je trouve. Oui, il y a presque une facilité dans l'Uchronie, me semble. De toute façon, il y a un film strictement... par rapport à ce que tu dis, il y a un film strictement contemporain de cela, qui est un film de Fritz Lang, qui date de 1941, qui s'appelle Manhunt, et qui commence par la possibilité pour le personnage d'abattre Hitler. Après, si vous ne l'avez pas vu, je m'en tiens là. On voit même la lunette. On voit même la lunette et Hitler dans la lunette du fusil du personnage. Et on est en 1941, 3 petits points, quoi. Et évidemment, c'est un fantasme absolu que de changer le cours de l'histoire, surtout quand on l'a connu. Ouais, mais ce que réussit Lubitsch, c'est qu'il escamote Hitler. Oui. Et donc par tout ce jeu de fausses trappes, de théâtre, de moustaches, de trucs, il arrive comme un magicien. D'ailleurs, la seule fois où on voit, entre guillemets, le vrai Hitler dans le film, c'est le moment où de dos, il entre dans la loge de théâtre et que toute la salle se lève pour le saluer. On voit évidemment pas son visage et c'est le seul moment où, entre guillemets, le vrai Hitler est montré, c'est-à-dire très peu, juste comme figurant. Et parce que tout se passe, la réalité de ce qui se joue dans le film se passe en coulisses. Ouais, et puis je sais pas, j'ai l'impression que dans tous ces films-là, les plus forts, les chefs-d'œuvre contre Hitler, le représenter vraiment ou utiliser une image d'archive et vraiment le montrer, il y aurait presque aussi une sorte de culte de la personnalité un peu biopique, et c'est pas du tout leur objet en fait. L'objet de Lubitsch, c'est la simulation dans toutes ces
dans toutes ces manifestations, que ce soit théâtral, que ce soit un jeu de séduction, que ce soit... Donc c'est d'une immense complexité. Et rabattre ça sur la personne ou la ressemblance extrême avec Hitler, il montre bien la relativité de la ressemblance. Il suffit de mettre une moustache et voilà. Oui, on va prendre une dernière question. Oui, simplement j'avais une question, puis aussi peut-être une petite remarque par rapport à la comparaison avec le film de Tarantino, c'est qu'à l'époque, je crois, du tournage de To Be or Not To Be, on ne connaissait pas l'entièreté du désastre de la Shoah, c'était des camps de concentration et pas d'extermination encore. La question se pose, est-ce qu'il aurait fait les mêmes gags en sachant 5 ans après, quoi, je ne sais pas. Et ensuite, simplement, c'est une question de mise en scène. Moi aussi, c'est la première fois que je le vois en public. Et que finalement, le rire fait partie du film, comme vous le disiez. Et je voulais savoir si il faisait aussi partie de la mise en scène. Incorpore le rire supposé de la salle à chaque gag. Et enfin, juste une dernière remarque, c'est sur Friends. Vous me posiez à Friends. C'est juste pour rendre hommage, puisqu'en hommage à Nathan Vicious, moi je rends hommage au créateur de Friends. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les épisodes ont été tournés en public, et que pour le coup, le rire fait partie de la scène et de la mise en scène, quoi. Bien sûr, mais ce que je voulais dire par là, c'est que dans l'écriture de Friends, il y a des temps, même dans le jeu des acteurs, qui s'arrêtent ou qui se figent, en prévision de laisser un temps au rire pour pas que ça ne vienne couvrir les dialogues. Donc il y a en quelque sorte un temps de rire est ménagé dans le montage même des épisodes. Et là, évidemment, on n'en rate rien, mais on rit beaucoup. Et je ne sais pas comment il fait, mais ça n'est jamais au détriment de ce qui se dit. Le rire ne gêne pas le film. Ouais, ça c'est une question qui a été très importante esthétiquement dans le cinéma américain des années 30. Cette question de comment intégrer le fait qu'au théâtre, on sait qu'il faut laisser un temps. Quand on est acteur au théâtre, on attend au lieu de dire la réplique. Donc c'est simple, on s'ajuste. Si ça rit beaucoup, on attend plus longtemps que si ça rit pas, ou on enchaîne vite. Et donc c'est la plupart quand même de ces réalisateurs, ils ont cette expérience théâtrale. L'un qui a beaucoup timé ça, c'est Capra, puisqu'il disait aux acteurs d'accélérer, de parler plus vite pour justement que ce soit plus comique. Hawks aussi fera ça à sa manière, et les Maas Brothers intégraient le temps de réaction. Donc en fait, cette question de est-ce qu'il faut laisser rire, mais donc en mettant un petit peu un silence ou pas, c'est une question comme par hasard qui se pose une fois que le cinéma parlant rentre dans son âge d'or, en fait. Et où on a compris que on n'est pas débile à Hollywood, on a compris que c'était pas du théâtre filmé, mais que c'était autre chose, et qu'il y avait un type d'écriture qui devait à la fois intégrer et pas intégrer. Donc je crois que c'est pas l'une ou l'autre réponse, c'est trouver une forme cinématographique du parlant. Et moi, ce que j'aime bien dans les années 30, c'est qu'ils sont travaillés par ça, qu'ils se posent la question, et que ce soit Lubitsch, Capra, Hitchcock, ils ont tous d'abord travaillé dans le muet et ils sont passés joyeusement au parlant. Alors, Chaplin, c'est une autre affaire. Ça a été plus douloureux, mais c'était très génial aussi. Il y avait une autre dimension à votre question, je ne me souviens pas au début. Friends, on n'a rien dit sur Friends. Non, mais je vous ai entendu, mais il y avait autre chose dans votre question, j'ai perdu. Non, je parlais du fait de parler des camps de concentration et pas tout en ne connaissant pas encore l'entièreté du désastre de la Shoah. Oui, c'est un peu la même chose qu'avec Chaplin. Alors, Chaplin, il a dit clairement, si j'avais su... Il me semble que Lubitsch aussi, mais j'ai pas trouvé le... Bon, alors moi, le problème, c'est que j'oublie les sources un peu factuelles. C'est grave, docteur. La conférence de Wannsee est en janvier 42. Oui. Il y avait des informations. Alors, Chaplin, il a clairement dit, je n'aurais pas fait ce film si j'avais su l'ampleur du sort des Juifs, en gros, de la solution finale. Ça, c'est très clair, et c'est très dommage. S'il n'avait pas fait ce film, ça aurait été très dommage. Mais oui, parce que tout en n'étant pas informé comme il l'était après-guerre, c'est encore plus fort d'avoir fait le dictateur en 1940, parce que c'est d'une lucidité qui était absolument pas celle des hommes politiques à ce moment-là, qui ménageaient plutôt Hitler. On en voit une trace ici quand ils arrêtent la représentation dans To Be or Not To Be de la pièce qui doit s'appeler Gestapo,
Et donc on comprend que d'une certaine manière, c'est cette pièce-là qu'ils vont jouer, hein, malgré la censure. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, il y a un émissaire du gouvernement polonais qui arrive pour dire « Vous ne pouvez pas jouer ce soir, la pièce est censurée », parce que ça risquerait de froisser Hitler et donc de troubler le jeu diplomatique qui a longtemps duré dans les années 30, à savoir de le ménager dans l'espoir, en quelque sorte, de le calmer, si je puis dire. Non, Lubitsch était plutôt très lucide et très conscient de ce qui allait arriver aux Juifs, notamment en Europe. Donc on ne peut pas lui reprocher de s'être aveuglé là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, que Bressard, on ne le revoit plus et qu'on ne sait pas littéralement ce qui va lui arriver. Donc c'est plutôt très lucide par rapport à... C'est très lucide en tout cas et c'est informé même sur les camps de concentration. L'extermination est une question plus difficile à appréhender, à connaître et qui attendra la fin de la guerre. Oui, mais au fond, quand on voit que le faux Hitler dit aux deux pilotes nazis saute et qui sautent tout de suite, et ça arrive tard dans le film, ça aurait pu être un gag de début, et ça ressemble beaucoup au gag du dictateur, où il y a un inventeur récurrent qui vient présenter des inventions pour tuer les gens, les juifs plus vite, notamment un gaz, enfin c'est fou quand même, et où en fait finalement cet inventeur il dit j'ai un parachute, etc., puis il n'a pas de parachute et l'autre le laisse mourir de manière complètement froide, et on voit, donc en fait les deux ont très bien vu le côté industrialisé et absolument froid de la mort donnée par ces dictateurs. Et la seule différence entre Siletsky et les autres, puisque je disais Siletsky, il dit aussi, moi aussi je souffre, moi aussi j'aime, etc., je désire. Oui, il a un corps, il a des sentiments, mais par contre il me semble que son idéologie, donc nazie, n'est pas branchée sur sa sensibilité. Il y a une articulation qui n'est pas faite. Et ça, voir ça par exemple, c'est génial, enfin, de voir que les nazis, oui, ils peuvent être des grands artistes sensibles, jouer du piano, etc. On l'a vu dans tout le cinéma récent sur le pianiste ou autre. Mais en fait, il faut que ce soit articulé. Il faut que leur sensibilité et leur corps ils soient articulés avec leur pensée. Et ça, de voir ça, je trouve ça vraiment très profond. Bon, allez, une dernière. Mais là, vraiment la dernière. Allez-y. Oui, j'aurais une question sur la diffusion du film. Est-ce que le film a circulé en dehors des États-Unis ? Oui, en fait, il est sorti en France en 1947. Donc, vous voyez, il est sorti en France après-guerre, puisque vous savez qu'à partir de fin 1942... Ah ben d'ailleurs, Monsieur Smith au Sénat, c'était, paraît-il, le dernier film américain vu par les Français. Autorisé, puisque vous savez que les forces d'occupation ont interdit le cinéma américain à partir de, je crois que c'était l'automne 42, mais je peux me tromper. Et donc ensuite, il y a eu ça devait être génial quand même. La libération, oui, il y a eu un rattrapage. Voilà, en 46, 47, parce que tous les films américains qui avaient été bloqués sont sortis. Mais c'est sûr que du coup, il y a quand même un effet bizarre de décalage, justement, a fortiori, quand on sait ce qui s'est passé vraiment et comment la solution finale a été mise en place. Donc il y a aussi ce décalage-là à la sortie. Mais de même que, par exemple, le film américain de Renoir, Vivre libre, qui porte aussi sur le nazisme, sur un personnage un peu pleutre et lambda qui doit y aller ou pas y aller, a été très mal reçu en France, y compris par André Bazin d'ailleurs, quand il est sorti. Ouais. Parce que là, il y a un fossé difficile. Oui, du fait de la guerre, tous les films américains étaient évidemment interdits de territoire. Je n'ai peut-être pas besoin de vous dire que To Be or Not To Be n'était pas sorti en Allemagne pendant la guerre. Voilà, mais en revanche, aux États-Unis, le film a, alors, selon les sources, ça a été un succès, pas autant qu'espéré, mais ça n'a pas non plus été un échec. Le film a été un succès, tout en ayant, alors c'est pour ça on l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu quelques polémiques. Qui tenait essentiellement à l'émissaire de ces polémiques, puisqu'il y avait un critique très influent au New York Times qui s'appelait Bosley Crowther, et Bosley Crowther avait fait une critique négative de To Be or Not To Be, justement sur la question de la désinvolture de Lubitsch à l'égard du drame de Varsovie, bref, sur la question on n'a pas le droit de rire de tout. Ce à quoi Lubitsch a répondu, mais parce que aussi en 1943, il y a eu une autre journaliste dans le journal de Philadelphie qui, au moment de la sortie du Ciel peut attendre, est revenue
sur cette polémique et a dit quelque chose, c'est une phrase du genre Ernst Lubitsch, ce cinéaste né à Berlin et qui trouve drôle le bombardement de Varsovie. Voilà. Alors Donc, c'est fou d'être accusé à la fois de germanisme voilà. et de... Il était, Et à l'inverse, ouais. voilà, il était effectivement dans le nez à Berlin. On comprend qu'elle induit l'idée que, d'une certaine manière, Lubitsch se souvient de ses origines et que par nationalisme, il aurait en quelque sorte représenté Varsovie sous les bombes pour s'en réjouir. Enfin, c'est vraiment un contresens absolu. En tout cas, il était très furieux de ça, parce que il faut quand même rappeler que l'Allemagne l'a déchu de sa nationalité allemande en 1935. Il était aux États-Unis depuis 1922, mais vous voyez ce qu'il n'avait pas demandé à ce qu'on lui enlève sa nationalité. Donc, je veux dire, en plus d'être accusé de vaguement, potentiellement pro-nazi, parce que voilà, on est berlinois d'origine, c'est terrible. Et pourquoi? À mon avis, c'est parce que quand il a répondu dans le New York Times, donc fin mars 1942, il n'a pas mis en avant le fait qu'il était juif lui-même. Il n'a pas voulu utiliser ça. Pourquoi? Pour deux choses, à mon avis. La première, c'est qu'il y avait une sorte de tabou autour de la judéité à l'intérieur d'Hollywood, alors que beaucoup des personnages importants d'Hollywood, des fondateurs des studios étaient juifs. Mais parce que justement, on ne voulait pas aliéner l'opinion, enfin le public général des États-Unis à un communautarisme. On ne voulait pas associer ça à c'est un film de juifs pour défendre les juifs. Il y a une volonté d'abord commerciale, que ce soit un cinéma beaucoup plus large, mais aussi, on peut dire, d'universalisme philosophique, quoi. Donc lui-même, il a eu le côté, la décence ou bien l'erreur, ça dépend, de ne pas dire, mais écoutez, de toute façon, je suis un juif allemand, donc c'est absurde de m'accuser de ça. Mais bien sûr qu'il se projette dans Félix Brossard au premier chef. Donc, et juste pour en finir provisoirement avec la difficulté qu'il peut y avoir à faire un film à ce point-là en prise avec l'actualité et l'époque et faire une comédie sur une situation brûlante et tragique, c'est qu'il y a eu une avant-première du film donc, pour les amis de Lubitsch, et dans l'entourage de Lubitsch, il y avait Walter Reich qui était donc un de ses scénaristes et sa femme, et Billy Wilder, etc. Et en sortant de cette première, ils sont allés au restaurant et ils étaient gênés par une réplique. La réplique qui a peut-être fait le plus rire à la salle, c'est-à-dire c'est le moment où éternellement Joseph Toura demande si on le connaît et Sigrumman, donc le colonel Erhardt, répond « Ah oui, je vous ai vu dans une pièce, vous jouiez Shakespeare, et ben nous sommes en train de faire à la Pologne ce que vous avez fait à Shakespeare. » Et ça, cette phrase, cette saillie, était jugée comme problématique, et l'entourage avait même demandé à Lubitsch qu'il faudrait peut-être faire sauter cette réplique, parce qu'elle était considérée comme de mauvais goût. Et Walter Reich dit, c'est la seule des 2 fois dans ma vie où j'ai vu Lubitsch perdre son calme, je ne sais pas quelle est la seconde, mais il dit, à ce moment-là, il est devenu livide et hagard, et son éternel cigare s'est mis à trembler dans sa bouche. Et voilà. C'est une réplique que Woody Allen, dans Annie Hall, a reprise en disant « J'ai rendez-vous avec une jeune femme, je voudrais lui faire ce que Eisenhower fait à l'Amérique depuis 10 ans. » Donc, c'est-à-dire, voilà, autre chose, pas la massacrer, mais... Mais pour vous dire, c'est une réplique qui a eu de l'incroyable pérennité de ce film, parce que quand tu dis Woody Allen, moi je pense immédiatement voilà, il y a des grands films comme ça sur, j'allais dire, le nazisme ou ce qu'était, c'est ça. On peut penser à Zelig, par exemple, de Woody Allen, qui sont grands films, on pourrait dire son To Be or Not To Be. Et juste quand tu dis To Be or Not To Be, je pense que c'est un signe. Bon allez, voilà, To Be or Not To Be, c'est bon. Merci Charlotte, merci beaucoup, merci à vous.